Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir de nouveau dans cette émission, Les Interviews. Mon invité d'aujourd'hui est une des premières stars du football congolais moderne, attaquant ultra puissant des années 80, serial buteur. Les plus de 30 ans, nous avons tous en tête ses exploits dans les différents championnats européens et surtout les épopées avec les Léopards. Il a joué notamment à Anderlecht, à Serein, à Lyon, à Bastia. Il a été l'une des toutes premières stars de l'Olympique lyonnais. Sa riche carrière terminée, il embrassera la politique qui le mènera pour le compte du MLC sur les bancs de l'Assemblée nationale. Vous savez, le MLC, ce parti d'opposition qui perd ses cadres par vagues successives au profit d'autres plateformes politiques. Il sera élu de la FUNA de 2006 à 2011. Il est à l'origine notamment d'une loi sur la gestion du sport congolais. Je m'en vais le rejoindre. Eugène Kabongo, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu ? Ça va bien, et toi ? Ça va très bien, merci. D'abord, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que le portrait que j'ai fait de toi au travers de ton parcours a été fidèle à ce que tu as vécu ? Il n'y a pas trop de commentaires à faire, bravo, je trouve que ce commentaire, ce résumé, n'est-ce pas, ça résume tout, il y a de tout dedans et bravo, voilà. Il y a quelque chose que j'aimerais d'abord préciser. Eugène, les us et coutumes de la télé réclament que quand je reçois des hommes politiques, pour garder une certaine distance, je les vous vois. Bon, tu m'as tutoyé d'entrée et j'aimerais m'en expliquer. Eugène Kabongo, c'est la première star, ma première star. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais un très jeune garçon de 8 ans. Je t'ai vu et j'avais l'impression de voir un ange ou quelque chose comme ça. Je suis venu te demander un autographe. C'était le premier autographe de ma vie. Et après, nous nous sommes rencontrés sous d'autres cieux. D'où ce tutoiement familier qu'on nous excusera, n'est-ce pas ? Bon, je te comprends, mais je crois que dans ce secteur de sport, c'est plus le fair play. On ne sait pas parler de vous, c'est tu. Et voilà pourquoi je me sens très très à l'aise avec tu. Alors, Eugène Kabongo, ton parcours, c'est un parcours très intéressant et à l'image de ce qu'était le sport congolais dans cette fin des années 70, ce début des années 80. D'abord, avant de parler de ta carrière footballistique, j'aimerais que nous fassions un petit portrait rapide. Eugène, où es-tu né et où as-tu passé ton enfance et dans quel cadre ? Oui, merci Jean-Pierre, c'est simple. Je suis né à l'hôpital Léopoldville, actuellement hôpital général, je pense, ex-Mamaimo, un certain 3 novembre 1960, à Kinshasa. Et je grandis à Yolo Sud, sur avenue Bambanga, numéro 9, et puis après... nous sommes allés vers Kaouka et puis le nord, donc c'est pour dire que je grandis dans cette commune de Kalamou. De Kalamou. Je connais parfaitement tout le coin et recoin de la commune. Tu grandis à Kalamou, tes parents sont d'origine de quelle région ? C'est mon petit côté, j'appelle ça la petite question tribaliste. Mon père, il était du Kasaï. Et puis ma mère de l'Équateur, plus précisément de Moncotoville. Voilà, donc les deux ne sont plus là, et puis leurs âmes. Donc voilà, la vie elle est faite ainsi. Mais voilà, donc quand vous avez une combinaison Moluba-Mongo, ça fait pratiquement un Muyombe. C'est deux origines assez différentes, mais qui font le très mélange rapproché. que tu es. Très rapproché. C'est vrai ? Ah bon ? Je sais de quoi je parle. Alors, tu as fait tes études primaires et secondaires à... Non, à Yolo. À Yolo. Oui, c'était à Yolo, à l'école Saint-Gabriel. Et puis après, j'ai été à Matete pour terminer mes études secondaires à Saint-Pierre sur croisement 2 avenues Kabambar, Kassavubu. Voilà, donc c'est là que j'avais obtenu mon diplôme d'État en faisant pédagogie, éducation physique. Voilà, donc je suis un éducateur physique. Et le football intervient quand dans ton parcours ? Non, le football c'était dès le bas âge, que je mets
la pratique de sport. Effectivement, c'était grâce à mon père, puisque mon papa, il était un très très grand sportif. Il avait un club de football et c'est là que j'avais pris goût et petit à petit, je commençais à m'intéresser à la chose. Et voilà, donc c'était parti. Et au niveau de l'école primaire déjà, je crois qu'en deuxième primaire, je commençais à me distinguer au niveau du championnat interscolaire. Et puis bon, voilà, petit à petit, pendant les vacances, j'avais largement le temps de jouer au football avec des amis, parce qu'à l'époque, il y avait encore une très bonne organisation au niveau de compétition de jeunes. Et voilà, donc de là, c'était parti. Voilà. Tu débutes au FC Calamou. Oui, Calamou d'abord. Là, Calamou, c'était en première division, en première division. Mais avant cela, j'avais évolué au sein de Mokanda, qui était pratiquement en troisième division. Et puis après, je suis parti jouer avec FC Onatra dans les années 79. Là, tu as 78, 79. Oui, j'avais pratiquement 18-19 ans. Et puis après, à 20 ans, j'avais fait mes débuts en première division avec le Football Club Calamou, ex-Madolisano. Voilà. Après Calamou, tu vas à Matongué. Après Matongué... 2 ans dans Calamou et puis après Matongué. Voilà. Oui. On va passer assez vite sur cette période parce que, en fait, tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire. Tu es meilleur buteur du championnat à Calamou puis à Matongué. Non, mais attention, je voudrais bien préciser une chose. C'est vrai que j'ai été meilleur buteur la première année, mais avec Matongué, ça a été vraiment, c'était un coup de, une année fantastique parce que cette année-là, donc nous étions sortis champions de Kinshasa. J'avais fait sortir Matongué champion et moi personnellement, donc j'ai été non seulement sous les d'or, mais meilleur buteur avec 31 buts marqués dans une saison. C'était énorme. Et je pense que jusqu'à présent, c'est mon aîné Kakoko qui détient le record avec 33 buts marqués. Voilà. Alors, moi, juste l'anecdote qui m'intéresse, c'est une anecdote que tu m'as déjà racontée. C'est à la fin de ton cursus avec Matongué, évidemment, la logique veut que tu signes dans l'un des 3-4 clubs phares du Congo. Vita, Imana, Mazembe ou Dragon. Oui. Mais c'est pas ce que tu fais. Tu as l'envie de partir en Europe et tu n'as pas le droit. J'aimerais que tu reviennes en 2 minutes sur cette anecdote que tu m'as racontée, sur l'impossibilité que tu avais à l'époque de partir en Europe. Cette impossibilité, c'était sans compter sur ton côté courageux, téméraire. C'est l'histoire, il faut en parler. Il y a prescription maintenant. Non, là, je voudrais bien vraiment, c'est l'occasion de remercier mon aîné et ami Timothée Moleka, parce que c'était grâce à lui que j'avais eu cette opportunité de sortir du pays. Et comme j'avais dit tout à l'heure, à l'époque, il y avait cette loi qui interdisait les joueurs de sortir du pays. Il fallait bien trouver une combinaison. Et en laissant mon nom Kabongongoy, ça attirait plus l'attention des gens, donc il fallait bien trouver une solution. Et la solution, elle était simple. C'était juste d'inverser les noms, qui commençait par Ngoi Kabongo. Et cette combinaison avait bien marché. C'est ce qui m'avait permis de sortir du pays. Voilà, c'était simple. Ça a dû être un moment extrêmement stressant quand même, hein? Oui, très stressant. Imagine-toi que j'étais pas, une fois que j'avais embarqué dans l'avion, j'étais pas calme parce que tout était possible. Tu avais l'impression qu'on pouvait venir te chercher. Oui, tout était possible. mais une fois qu'on était en l'air, c'est là que j'avais vraiment poussé un ouf de soulagement. Voilà. Alors tu prends l'avion, tu arrives en Europe, tu passes certains tests. Ton premier club, c'est Serein. Exact. Tu y restes 3 saisons, 2 saisons. 2 saisons à Serein. 2 saisons. La première saison se passe de manière mitigée. Et puis la suite? Non, c'était tout à fait normal la première saison. Et, il fallait s'adapter. Je connaissais pas l'hiver. Jouer, tu le sais bien. En plein hiver, c'est pas facile. Et donc, il me fallait absolument une période d'adaptation. Et en ce moment-là, donc, j'avais aussi la chance d'avoir un certain Jules Bocandé, paix à son âme, qui était à côté de moi, qu'on partageait notre temps ensemble. C'est ce qui m'avait aussi facilité mon intégration. Et puis bon, voilà, la deuxième année, donc,
Ça a été une année extraordinaire parce que après Serein avait connu, il y avait une faillite au sein du club. Il fallait bien vendre tout le grand nom et puis bon voilà, c'est ce que nous avait permis de s'exprimer, de s'imposer, et de se faire un nom en Europe. Voilà. J'ai jamais connu Jules Bocandé, mais le peu que j'ai pu voir de lui, et connaissant Serein en plus particulièrement bien, je crois que vous avez dû bien vous amuser dans cette région. Exact. Sacré Jules, il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Paix à son âme. Voilà. Tu pars après Serein. Serein, c'était cap sur Paris avec le Racing Club de Paris, Matra. Un grand industriel français te contacte, Lagardère. Jean-Luc Lagardère, exact. Pour venir jouer dans son club. Dans son club, c'est Matra qui était en deuxième division, donc l'objectif c'était de faire remonter ce club en première division. Et Dieu merci, c'était pas facile, donc j'avais réussi cet exercice de faire remonter Matra en première division en inscrivant 29 buts dans un championnat. 33 matchs. Donc tu marquais à tous les matchs, quoi. Presque, voilà. Normal. Alors tu quittes le RC Paris et Anderlecht s'intéresse à toi et tu vas à Anderlecht. Je reviens sur Bruxelles avec Anderlecht parce que là la motivation c'était la Coupe d'Europe. Et puis bon voilà, donc ça n'a pas été le grand amour avec l'entraîneur Ariane. C'est vrai que quand on observe tes stats, on voit quand même que quand tu arrives à Anderlecht, il y a une fameuse diminution du nombre de buts marqués. Exact, parce que c'était pas le grand amour avec l'entraîneur. Et puis bon voilà, donc tu sais bien comment ça fonctionne. En Europe, c'est l'entraîneur qui est le patron de l'équipe. Quand le courant ne passe pas très bien, c'est difficile de pouvoir jouer. Et c'est ce qui m'avait poussé à la fin de la saison de quitter Anderlecht. Et je ne regrette pas parce que ça a été une très bonne décision. Parce que là, après Anderlecht, j'avais mis cap sur Lyon, avec l'Olympique Lyonnais, avec Jean-Michel Aulas. Et les 3 années passées à Lyon, c'était formidable. J'ai lu d'ailleurs, il y a pas longtemps, une interview d'Aulas où on lui disait quelle était sa meilleure prise, le transfert qu'il avait réussi et qu'il avait le plus satisfait. Et à ma grande surprise à moitié, il a dit que c'était le transfert qu'il avait laissé le meilleur souvenir, la plus belle réussite. Ah oui, exact, parce que non seulement que la mission a été accomplie, mais je crois que j'étais bien dans mon assiette à Lyon, et puis mes enfants aussi sont nés à Lyon. C'est pour dire que je suis resté très attaché à cette ville. Et voilà, donc j'ai de relations particulières avec Jean-Michel Aulas. Tu joues combien de saisons à Lyon ? 3 ans à Lyon, et puis 3 ans après, j'étais parti à Bastia terminer ma carrière. Voilà. Sur l'île de Beauté, une belle fin de carrière, hein. C'est un beau spot, la Corse. Très beau parce qu'il y a la mer d'un côté, montagne et puis le soleil. C'est beau comme région, voilà. Tu arrêtes ta carrière dans de beaux paysages, mais sur un fameux choc quand même, non ? Oui. Sur un fameux choc. Une fracture. Fracture du sinus et enfoncement du paroi droit. Voilà. Ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale. Voilà. J'ai pris une habitude, c'est de prendre toutes les semaines un petit sujet d'actualité et de le triturer, de le martyriser un peu avec un peu d'humour et parfois un peu de gravité. Cette rubrique s'appelle Les Éditos et nous allons la retrouver tout de suite. Et on se retrouve juste après, bien sûr. Presque 3000 morts depuis janvier 2015 dans la Méditerranée, avec comme rampe de lancement pour le repos éternel les côtes libyennes. La Libye n'est plus un pays, c'est un empilement de chefferies. Elle a fait un bond de 50 ans en arrière, car sous prétexte de la libérer d'un dictateur sanguinaire, ce qui est sans doute vrai, mais quand on dit sanguinaire, il faut un point de comparaison. Assurément, Kadhafi ne l'était pas plus que n'importe lequel de ceux qui l'ont fait trucider comme un chacal galeux au fond d'une fosse septique sous prétexte de chasser ce monsieur. On a bombardé, nettoyé au Karcher, allégé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la moelle. Et quelle moelle pourrie. Sans donner de leçons, on peut constater quand même les faits, le chaos, la guerre civile, un pays livré aux milices, on a un marché ouvert à l'armement, on n'a plus Kadhafi mais on a Daesh à Sirte, à Tripoli. C'est vraiment meilleur ? On a Daesh à Sirte et à Derna. Et de certains quartiers de Tripoli. Des
barbus, des décapitations et des soi-disant départs pour l'Europe, des centaines de milliards de fonds souverains libyens dont tout le monde parlait sous Kadhafi, silence radio. Plus aucun écho, les têtes tombent, les bateaux coulent, les milliards sont quelque part en sécurité, générant des intérêts colossaux. Et sous terre, le pétrole continue à circuler. Quand on entre quelque part dans un endroit rempli d'argent, qu'on en ressort avec la caisse de juteux contrats de reconstruction et des fonds à faire fructifier. Chez les puissants, on appelle ça un changement de régime. Mais chez les gueux, ça s'appelle un hold-up. Et ici, la banque, c'est la Libye. Les morts, on les pleurera encore longtemps, mais on les pleure les poches pleines. As-tu un petit commentaire sur ce que tu viens de voir ? Non mais c'est dommage, parce que c'est dommage de constater qu'en 2015, nous vivons encore la civilisation ancienne avec la Libye, et je pense que les Européens, ils sont en train de payer les frais de leurs bêtises. Voilà, ils ont fait partir Kadhafi pour contrôler la Libye, et puis bon, voilà, donc la Libye aujourd'hui devient incontrôlable, et c'est vraiment triste de voir ce qui se passe dans ce pays, c'est triste. Voilà. Alors, avant de revenir bien sûr sur la politique, parce que c'est la suite de ta vie, la politique, j'aimerais évidemment revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui nous intéresse tous, ce qui nous a tous passionnés, c'est tes épopées avec les léopards. Juste un souvenir, parce que nous on en a plein la tête. Mes débuts avec la sélection nationale, début mai 80, je pense, si c'est pas mai, août 80, nous étions sortis champions, médaille d'or du Jeux d'Afrique centrale en Angola, et c'est un bon souvenir qui est resté dans ma tête. Je suis personnellement un footballeur du dimanche. Du samedi plus précisément. Et quand je ferme les yeux et que je pense à reprise de volée, je vois la tienne. C'est une reprise de volée qui m'est restée, et je crois que tous les amateurs de football, on ferme les yeux, on la revoit, cette magnifique reprise. Tu t'en souviens ? Tu te souviens de ce moment ? Bien sûr, c'était un de mes points forts. Hein. Mais bon, tout ça, c'est le travail. Hein. J'ai dû travailler dur pour en arriver là. Et quand les gens en parlent, donc c'est une fierté. Et voilà, donc ça prouve bien que j'avais apporté ma petite contribution à l'édifice de notre football. Voilà. Alors, la carrière terminée, on va aborder la carrière politique. Alors Eugène, cher Eugène, ta carrière footballistique terminée, tu reviens au Congo. Directement, tu rentres dans ces postes dans l'administration publique pour te préparer à ce qui va être, ce qui sera à partir de 2006, la députation pour le compte du MLC. Alors, j'ai fait une petite boutade en entrée sur le MLC. Mais j'aimerais quand même te poser la question, de but en blanc, qu'est-ce que ces vagues successives de départ du MLC, qu'est-ce qu'ils te disent ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que quand une personne adhère dans un parti politique, il le fait librement. C'est de un, mais de deux, tout ce départ laisse entendre qu'au sein du MLC, il y avait la qualité, au point de vue homme, responsabilité intellectuelle, ainsi de suite. Et s'il n'y avait pas toutes ces conditions, je ne pense pas qu'on allait prendre... Il y aurait ce départ de cadre du MLC. Donc, je le prends du côté positif. Et puis, dans un parti politique, la personne elle est libre de faire ses choix. Voilà. Mais, cher Eugène, j'apprécie la manière dont tu viens de me répondre. Ces départs en disent long sur les qualités intellectuelles des gens du MLC. Ça j'en conviens. Mais qu'est-ce que ça dit sur leur moralité ? Non, je ne suis pas là pour juger les uns les autres. Chacun est libre de prendre ses décisions. En ce qui me concerne, je dis que le MLC a apporté sa contribution, et la vie ne s'arrête pas là, et la vie continue. Voilà. Pour ceux qui sont partis, la vie continue, donc on est resté en très bons termes, et chacun est libre. Voilà. On prendra la réponse du politique Eugène Kabongo comme il vient de la donner. Il n'y a pas de souci.
Alors Eugène, de la politique, tu as travaillé à la fédération, tu as été directeur technique. Directeur sportif. Directeur sportif de la fédération. Et chargé de mission. Donc c'est tout aussi ton domaine. Il y a pas mal de désordre en ce moment à la Lina Foot. Des démissions, des phases retour de championnat qui sont annulées, de la violence dans les stades. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est ton avis sur ces moments bizarres ça donne une impression quand même de désordre. Quel est ton jugement sur ces événements? Et ton analyse surtout? Oui, je pense que la situation, c'est déplorable de constater cela. Et si la fédération jouait pleinement son rôle, je crois qu'on n'en arriverait pas là. Tout cela est arrivé parce que nous voyons avec la Lina Foot, ils respectent pas les clubs qui ne respectent pas de calendrier. Les dirigeants qui dirigent la Lina Foot aujourd'hui, c'est l'émanation de deux clubs. Le club, les publics qui viennent au stade pour casser et pas détruire. En fait, la Lina Foot, c'est l'émanation de la fédération. Moi, je pense que les textes qui régissent la Lina Foot posent problème. Et dans ces désordres qui règnent, je pense que nous devons avoir le courage de dire que la fédération a sa part de responsabilité, la Lina Foot, les dirigeants, le public, tout le monde, sans exception, parce que ce qui se passe dans nos stades, c'est inadmissible. Je te prendrai l'exemple du match au Mazembe V Club où il y a eu 15 morts. Et imagine-toi que personne n'a été sanctionné. Et ce que nous voulons aujourd'hui, la fédération paye. Mais j'aimerais te poser quand même une question épineuse, Eugène. Est-ce que c'est un problème juridique de texte? Tu as évoqué les textes, ou c'est un problème de management général? Parce que on peut changer les textes et les améliorer. Mais non, je pense qu'il y a d'abord, oui, le texte, c'est vrai, il faut respecter le texte, mais je pense qu'il y a d'abord problème d'hommes, d'organisation, et je pense que n'importe qui, vous pouvez prendre n'importe qui à Kinshasa aujourd'hui, vous nous confiez la responsabilité de la Lina Foot, ça ne va pas marcher dans la conception actuelle de la Lina Foot. Il y a beaucoup de choses que nous devons changer pour que cette violence au stade prenne fin. Voilà. Merci Eugène. Alors nous avons dans cette émission quelqu'un qui va venir nous parler chaque semaine, qui s'appelle Coach Henri Leka. C'est la petite rubrique inspirationnelle de notre émission. Il va parler de tout et de rien avec vous. Il va essayer de vous montrer la voie. C'est un coach dans tous les domaines. Vous l'avez déjà découvert la semaine passée, vous allez le redécouvrir cette semaine. La minute du coach. Henri, c'est à toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe très important et très simple. Il dit ceci: aujourd'hui est l'unique jour dans lequel tu as les pleins pouvoirs. Hier est passé et tu ne peux plus rien y changer, tu ne peux plus y revenir. Demain, tu ne sais pas si tu vivras encore. Alors, le conseil que j'ai à te donner, c'est de te lever, de développer ton meilleur atout, de faire correctement ce que tu as et surtout de réaliser ton meilleur potentiel. Fais le maximorum dont tu es capable. Tu as tout en toi pour réussir. Aujourd'hui t'attends. Aujourd'hui est le seul jour dans lequel tu dois exercer tes pleins pouvoirs. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alors, vis aujourd'hui. C'était la minute du coach. Alors, merci Henri pour toute ton inspiration. On en revient à toi, Eugène. J'aimerais te soumettre un petit questionnaire à thème qui a à voir avec ta vie, avec tes activités. Premièrement, j'aimerais te demander si tu pouvais faire revenir sur un terrain un joueur qui a déjà pris sa retraite ou qui nous a quittés, un joueur qui t'a marqué, ton inspiration, ce serait lequel? Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge.
L'attaquant allemand. Qui était très puissant. Même gabarit crochet, que toi, même type de jeu. Plus ou moins. Si tu pouvais garder un nom d'un footballeur en activité, quel est le footballeur qui t'enchante, celui qui te fait regarder les matchs à chaque fois? Bon, y a pas beaucoup de suspense en ce moment parce qu'il y en a deux qui sont stratosphériques, Ronaldo et Messi. C'est souvent les mêmes. Mais bon, si tu veux, tu peux en choisir un autre. Mais si tu devais en garder un, ce serait lequel? Ronaldo. Ronaldo. Pas Messi? Ce n'est pas mon style de jeu. Alors, je préfère Ronaldo. C'est intéressant que tu m'expliques pourquoi Ronaldo et pas Messi. Pourquoi? Parce que pour moi, Ronaldo, c'est un joueur complet. Il participe sur le plan offensif, défensif, ce qui n'est pas le cas avec Messi. Messi joue quand il a la balle au pied. Mais sur le plan défensif, il ne défend pas. Voilà pourquoi mon choix tomberait sur Ronaldo. Et toi, tu défendais beaucoup, Eugène? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça, le collectif, tu perds le ballon, tout de suite, tu dois te remettre en place et défendre. Ce qui n'est pas le cas pour Messi. Messi, il perd le ballon, il marche, c'est le patron. Moi, je préfère Ronaldo, qui attaque, qui défend, qui revient dans son rectangle pour défendre. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Du sport. Je n'ai pas, malgré les qualités footballistiques de Messi, mais sur le critère, j'apprécie Ronaldo. Voilà. Ouais. Du sport à la politique, cher Eugène, c'est ton parcours, c'est ta vie. S'il ne devait rester aujourd'hui qu'un seul homme politique congolais, c'est-à-dire vivant, c'est-à-dire qu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il est en activité, et toi, je te demande de faire le choix de m'en citer un, entre guillemets, ton homme politique préféré pour caricaturer. Ça, c'est une question embarrassante quand même. Hein. Non, ben, je pense qu'en activité, je dirais Vincent De Paul. Lunda Bouloulou. Oui. Il est en Ça activité. te surprend, en activité ou pas, mais il est vivant. Il est vivant. Pourquoi? C'est simple, parce que Lunda Bouloulou nous a donné cette culture de démission et il fallait vraiment avoir du courage en étant Premier ministre et avoir ce courage de démissionner. C'est pas le cas, c'est pas donné aux Congolais. Voilà pourquoi j'apprécie Vincent De Paul Lunda Bouloulou. En fait, c'est le courage d'avoir pris la peine de démissionner pendant la Deuxième République. Exact. En plus, pendant la Deuxième République, ce n'est pas dans notre culture. Voilà. Ok. Ben, si Monsieur Lunda Bouloulou nous regarde, il appréciera. Alors, cher Eugène, tu as eu beaucoup de victoires et des défaites aussi. Et beaucoup de matchs nuls. C'est vrai, j'ai oublié les matchs nuls. S'il y a un match qui t'a laissé un goût amer dans la bouche, que tu voudrais absolument rejouer pour régler le compte de ceux qui t'ont pénalisé, ce serait lequel? Ça serait contre le Maroc. Redonne-moi le contexte. On est où, quand, comment, dans quel cadre? Nous avions eu à jouer contre le Maroc à maintes reprises, et c'est des matchs qui se soldaient toujours par un score nul. Ceux de 1, et puis de 2, le fameux penalty de Lubumbashi que j'avais loupé. Ça serait une bonne chose de régler le compte. Voilà. Tu voudrais crucifier Zaki une dernière fois? Oui, pourquoi pas. Ça serait une très bonne chose. Eugène, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais te dire merci. Merci d'avoir accepté, bien entendu, mon invitation. Merci pour ta bonne compréhension, pour ce que tu sais. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Eugène, merci. Merci à vous. À bientôt. Merci, JP. Au revoir. D'abord, merci à vous, à tous les caméramans, réalisateurs. Merci aussi aux présentateurs. Il faudrait que ce genre d'émission continue pour édifier la population. Et voilà, donc on ne peut que vous souhaiter bonne chance pour la suite.